Bonjour, on va commencer. Il est possible qu'il y ait des retardataires parce que entre les procédures d'accès au bâtiment d'une part et les difficultés à s'y mouvoir d'autre part, à s'y repérer d'autre part, il est difficile d'être sûr d'avoir l'ensemble de l'audience pour leur donner, sans compter les retards de votre transport. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour William. C'est un grand plaisir, mais aussi un honneur de vous accueillir ce matin en toute fin d'année pour une présentation des perspectives conjoncturelles de l'économie mondiale 2023. J'ai déjà vu votre présentation, elle est d'une grande subtilité, donc j'hésite à introduire le sujet avec des termes taillés à la serpe. Mais je vais quand même employer deux mots. Je dirais que l'année 2022, ça a été celle de l'inflation, et la question qui se pose et à laquelle vous allez répondre, c'est de savoir si 2023 sera celle de la récession. On a tous en tête les facteurs qui ont renforcé l'inflation et ceux aussi qui les ont peut-être limités. La question est plus complexe sur le niveau d'activité. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole. Vous avez une présentation longue, mais très, très intéressante et très subtile. On essaiera de se réserver quelques temps à la fin de la présentation pour une session de questions-réponses. Très bien. Merci beaucoup, Christophe, pour l'introduction. Merci pour l'invitation. L'honneur est à moi. Merci d'être là, chers participants. Si jamais à la fin de notre réunion, vous restez sur votre faim, vous avez encore des questions que vous aurez souhaité me poser et on n'a pas eu le temps, suffisamment de temps, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez très facilement trouver mon adresse email et puis après on peut se parler, on peut s'échanger d'avenir, etc. Je veux surtout veiller à ce que vous avez des réponses aux questions que vous avez peut-être à la suite de cette présentation qui effectivement, comme vous avez déjà peut-être vu, elle est longue, il y a 83 pages, plus une page de disclaimer. Je n'ai pas du tout l'intention de passer en revue chaque page. Il y a beaucoup d'éléments qui servent plutôt comme un peu référence si vous avez envie de feuilleter et puis d'entrer plus dans les détails. Alors ce dont je vais parler, ça va être inflation, politique monétaire, évidemment récession, et puis également qualité des prévisions, qui est un exercice de modestie. Je veux dire que l'année 2022 a été un exercice de modestie pour les prévisionnistes. Lorsqu'on regarde à quel point l'inflation nous a surpris. En fait, d'une certaine manière, on pourrait dire, alors je vais exagérer, que 2022, c'est un peu, on a assisté aux obsèques de la macroéconomie. Alors je suis macroéconomiste de formation, donc s'il y a des macroéconomistes dans la salle, ils risquent d'être choqués. Mais ce que je veux dire par ça, c'est que les comportements microéconomiques sont devenus tellement importants de par la multitude de chocs, de par l'hétérogénéité de l'exposition à ces chocs et des réactions, que finalement on doit vraiment intégrer des réflexions micro dans nos analyses macro. En fait, en tant que macroéconomiste, ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye, dans un exercice de projection, on essaye de comprendre les réactions comportementales des agents économiques à des chocs, à des développements. On le fait sur base de quoi? Sur base d'un cadre théorique, le Homo economicus, plus ou moins rationnel, plus également des expériences historiques, les fameux faits stylisés. Et donc, parfois, on a un moment de bonheur. Par exemple, lorsqu'on parle à un client,
Et je dis, écoutons, nous pensons que dans la dynamique inflationniste, la capacité des entreprises à imposer leur prix, à fixer leur prix, va être un facteur crucial dans cette dynamique, beaucoup plus qu'en fait la courbe de Phillips, qui n'est qu'une représentation macro de ce comportement. Et puis le client vous dit, ça c'est du vécu, le client vous dit, bah oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait nous, depuis des mois, on a déchiré nos contrats de long terme avec des prix qui étaient fixés des années à l'avance, on a déchiré les contrats, on les a jetés à la poubelle, et on a dit à nos clients, soit de vous accepter de payer plus, ou bien on se voit devant le tribunal, et puis on verra bien comment ça évolue. Donc le risque de ce risque, le risque d'avoir un coût, disons, imposé par un juge, certaines entreprises préfèrent l'assumer que de continuer à fournir au prix qui était fixé, qui sont devenus complètement non rentables. Un autre exemple, c'est la problématique de la pénurie de main-d'œuvre, où on dit, en tant que macroéconomiste, mais s'il y a une pénurie de main-d'œuvre et si les entreprises partent de l'hypothèse que peut-être la récession ne sera pas trop grave, pas trop longue, etc., peut-être que ces entreprises vont préférer garder la main-d'œuvre, donc garder les effectifs, ne pas procéder à des licenciements. Pourquoi? Parce qu'on a appris à l'école que lorsqu'on licencie et puis on recrute, qu'il y a une perte de capital humain, qu'il y a des coûts de friction, des coûts de transaction, qui est un peu cynique en mots, mais bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc là, encore, ça c'est très anecdotique, mais quand même révélateur, je trouve, des clients qui disent, ouais, tout à fait. Il y a des clients qui m'ont dit, aux États-Unis, ces derniers trimestres, ils ont été obligés, dans un processus de recrutement, d'abaisser les critères de sélection, parce qu'autrement, impossible de remplir les postes vacants. Donc ils disent, on ne veut pas du tout être confronté à nouveau à une telle situation lorsqu'on sera en reprise. Est-ce que ces deux éléments-là, on peut les extrapoler? Je pense que non, mais en même temps, quelque part, ça caractérise un peu la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc maintenant, le moment est venu pour passer aux slides que j'essaie de retrouver. Oups. Okay. Ah voilà, c'est bon. Un économiste n'utilise jamais le mot certitude par précaution, et donc du coup je l'ai mis entre guillemets, mais je l'utilise quand même entre guillemets pour dire, écoutons, ça sont un peu les convictions profondes, et les convictions c'est quoi? C'est en fait que c'est quoi? Il y a des inflations, pic des taux d'intérêt officiels et récession. Autour de ça, il y a des facteurs d'incertitude économique, liste qui n'est pas exhaustive, mais qui concerne l'ampleur et la rapidité de la désinflation, deux facteurs très importants, parce qu'influençant le niveau de pic des taux officiels, mais surtout aussi le moment où la détente de la politique monétaire interviendra. Hier, M. Powell a encore mis en garde contre des espoirs qui seraient, comment dire, qui risqueraient d'être déçus ou qui seront déçus avec les marchés qui anticipent une baisse rapide des taux. Il y a l'incertitude au niveau de l'ampleur de la récession. Donc tout le débat maintenant se focalise sur est-ce que la récession va être d'une ampleur limitée, shallow comme on dit en anglais, ou plus profonde. Le coût de l'énergie qui est un élément, je dirais, the biggest unknown, comme aurait dit Donald Trump ce matin. Donc surtout sur l'angle c'est l'idée d'une perte de terme d'échange, mais qui risque d'être pérenne. Et comme je disais tout à l'heure, avant de commencer, on a tendance à regarder la hausse du coût de l'énergie sous un angle inflationniste, et là il y a l'effet de base qui va jouer.
Donc au bout de 12 mois, ok, ça va s'il n'y a pas de nouvelles hausses, tandis que le choc des pertes de change risque d'être pérenne, donc en termes de rentabilité des entreprises, en termes d'approvisionnement des ménages, en termes de la compétitivité des pays à cause en rapport avec le coût de l'énergie. Ce sont vraiment des facteurs de préoccupation très importants. Quand BASF, il y a quelques semaines, annonce ne plus envisager des investissements en Europe parce que l'énergie c'est trop cher, c'est un peu peur quand même. Et puis l'autre question qui est bien évidemment quel type de reprise est-ce que nous aurons après la récession. Donc le premier chapitre c'est désinflation. Ça vous regarderez si ça vous intéresse, parce que déjà cette slide, on peut y passer 15 minutes. Mais ce que je vais dire, inflation, donc déséquilibre offre-demande, mais avec une multitude de chocs du côté demande et une multitude de chocs du côté offre. Il y a eu le mouvement de pendule entre biens et services liés au confinement, déconfinement. Il y a eu la problématique des confinements. Du côté offre, comme vous le savez, il y a eu la disruption liée au confinement. Il y a eu des mouvements au niveau de la main-d'œuvre entre les différents secteurs, etc. Donc je ne dois pas passer en revue tous les facteurs. Mais tout ceci pour dire que cette complexité des réactions du côté demande et du côté offre, un petit problème technique. oui, effectivement, parce que ça nécessite une certaine flexibilité mentale, parce que info sur le PC est affiché, là c'est la précédente, donc donc une multitude de mouvements du côté demande, du côté offre, donc la difficulté est vraiment appréhender ce qui se passe maintenant en théorie. En fait, je vais passer à la suivante. Les slides passent sur le PC, mais pas sur l'écran. Bon, vous avez... Oh non, je n'avais pas... Excusez-moi. Non, mais elle défile sur le PC, mais pas sur l'écran. C'est peut-être qu'il y a plusieurs fenêtres ouvertes. Entre-temps, je continue, puis ça va après plus tard. En fait, lorsqu'on regarde ce qui détermine la dynamique des prix et la production dans une économie, on peut dire qu'il y a une question des prix des écrans, il y a une problématique des marges bénéficiaires, il y a une problématique de la croissance des salaires et puis la prix à l'importation. Tous ces éléments-là, on les trouve également dans une certaine mesure dans les équations des coupes de Phillips. Au niveau des prix des intrants, la bonne nouvelle, c'est que les enquêtes récentes montrent qu'il y a une vraie détente. Il y a de moins en moins d'entreprises qui se plaignent d'une hausse des prix des intrants. Donc là, ça se normalise, les délais de livraison aussi. Au niveau des marges bénéficiaires, je pense que là, la grosse fonction va encore arriver. Force est de constater que, par exemple, lorsqu'on regarde le consensus des analystes en bottom-up pour la bénéfice des entreprises, et qu'il y a eu une très faible réduction à la baisse, révision à la baisse de cette révision, donc ça devrait encore arriver, inévitablement je dirais. La dynamique salariale en Europe, on a toujours une accélération. Aux États-Unis, ça fléchit, mais à peine, et ça reste à un niveau très élevé, et aux yeux de la Réserve fédérale, beaucoup trop élevé. Et puis la prix à l'importation, pour l'Europe, on se félicite que l'euro ne baisse plus et les Américains bénéficient toujours de la très forte appréciation du dollar qui les aide au niveau des prix à l'importation. Donc des inflations, pourquoi? Parce qu'il y a un ralentissement de la demande qui a bien commencé bien sûr, qui continuera. La capacité des entreprises à imposer leurs prix va baisser. On le voit déjà dans certains secteurs. Lorsqu'on dit qu'au niveau de tout ce qui touche aux produits alimentaires, il y a quand même un shift vers les grandes marques, vers les produits moins chers. On voit que là, il y a une perte
de capacité à fixer ses prix. Donc ça devrait progressivement s'étendre à d'autres secteurs, avec bien sûr, ceci étant le reflet d'une élasticité de la demande par rapport au prix qui va augmenter. L'impact du resserrement monétaire, bien sûr, et puis du côté des value chains également, une détente. Les délais de livraison, en fait, sont complètement normalisés dernièrement. Tout ceci est important. Pourquoi? Parce que ça influence donc le niveau du pic du policy rate et le timing. Ce pic du policy rate, il est très important. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'on ne se rapproche pas suffisamment, il y a une crainte qu'on sera encore confronté à un risque supplémentaire de choc négatif sur la croissance. Donc, en fait, lorsqu'on se rapproche de ce pic, ça donne une certaine sérénité parce qu'on se dit qu'on doit assumer tout le resserrement qu'on a déjà vu, mais il n'y aura pas de resserrement supplémentaire. Donc ça, en fait, ça donne déjà un élément de confort, entre guillemets, un élément de confort qui passe également via les marchés financiers. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se rapproche du niveau pic du policy rate, ça veut dire également que en gestion obligataire, par exemple, pour la dette de très bonne qualité, les gérants auront tendance à rallonger leur duration, ce qui va stabiliser la partie longue de la courbe, va stabiliser le niveau des taux longs, qui est le premier élément de, comment dirais-je, de soulagement pour les émetteurs de dette, à la fois au niveau du secteur public, mais également au niveau des entreprises. Et donc, ça veut également dire que l'analyse va se porter sur, mais qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de la qualité bilancielle? Lorsqu'on est en resserrement, il y a deux inquiétudes. Il y a la hausse du taux sans risque et la qualité bilancielle qui se détériore. Lorsqu'on est au pic des taux, on est serein sur la partie longue de la courbe au niveau de la dette souveraine, et donc toute l'attention se porte sur la qualité bilancielle. Donc pour toutes ces raisons-là, la dynamique de la désinflation est importante. Bon, là, ce sont quelques points que je ne vais pas... sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il y a tellement de choses dont je vais vous parler. Par exemple, un élément qui est important, c'est que aux États-Unis, le nombre de créations d'emplois, job openings, est en train de baisser dans plusieurs secteurs, qui est un élément important. Pourquoi? Parce que ça va faire évoluer la dynamique. Alors ici, il y a une petite analyse, je vais quand même lever. Parce qu'il y a une autre logique. Donc ça, par exemple, c'est la croissance de ceux qui restent, chez l'employeur, dans l'entreprise. Ça, c'est la ligne noire. Et donc, lorsqu'on est en reprise forte, comme dernièrement, il y a une très forte hausse. Mais en gris, en vert, vous avez ceux qui changent de métier, qui vont vers une autre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'écart entre les deux est procyclique, ce qui est logique. L'économie reprend, il y a des gens qui bougent. Alors, l'écart est évidemment lié à la ligne grise, qui est donc la procyclicité, qui est donc le nombre de postes vacants. Plus il y a de postes vacants, plus on a envie à réagir favorablement à un appel d'un chasseur de tête pour dire est-ce que vous avez envie de discuter. Et c'est là qu'on voit cette relation très étroite entre les deux. Le point qui est important, c'est qu'il y a une relation entre ici la ligne verte, qui est le nombre de départs volontaires, quits comme on dit aux États-Unis, et la différence entre la croissance des salaires de ceux qui changent de boulot et ceux qui ne changent pas de boulot. Encore tout à fait logique. Donc ça veut dire que ce différentiel de croissance des salaires va se tasser lorsque le quits rate baisse, lorsque le départ volontaire baisse. En fait, qu'est-ce qui fait baisser les départs volontaires? La peur que l'économie va entrer dans le décor. Et donc là, vous avez une relation très étroite entre le nombre de licenciements et les quits rate, bien évidemment. C'est logique, mais bon, le fait de le voir confirmé dans les données de long terme, ça rassure. Donc là, c'est les salaires qui en fait ont plafonné, mais restent à un niveau très élevé. Ça, c'est au niveau européen. Donc là, ici, j'essaye de faire jaillir un peu de lumière sur la dynamique de la désinflation.
Tout d'abord, une relation tout à fait logique qui est, on regarde les indicateurs directeurs d'achat au niveau des prix des intrants. Lorsque le prix des intrants monte fortement, ce qui veut dire ici qu'il y a une grande majorité d'entreprises qui sont confrontées à une hausse des intrants, leurs intentions d'augmenter leur prix de vente, que vous trouviez en ordonnée, va augmenter. Donc, il y a une vraie relation positive entre les deux. Le point qui a frappé, et ça en fait c'est un peu le mystère, l'énigme de ce cycle, c'est cette relation. Il y a une sorte de rupture dans la relation, parce que vous voyez que ça c'est le 22. Donc on est sorti complètement de cette relation classique. Donc il y a eu une sorte, il faudrait introduire une sorte de demi dans une régression pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je pense que c'est lié à cette multitude de chocs que j'ai mentionné tout à l'heure avec ces deux cercles et puis les trois cercles à gauche et à droite. Donc, complexité de l'analyse inflationniste. Mais un autre point qui frappe, c'est que l'évaluation des carnets de commandes des entreprises, ici, il y a les intentions d'augmenter la prix de vente. Et donc là encore, il y a une relation qui est assez claire entre les deux, avec encore une fois cette relation assez atypique cette année que vous trouvez ici, mais à mettre en rapport avec quoi? Avec un niveau, d'optimisme au niveau de l'évaluation des carnets de commandes qui était historiquement élevé. Donc inévitablement, lorsque vous avez les intrants qui montent et les gens qui vont qui font la queue devant votre porte pour acheter vos produits, vous dites plutôt le moment est venu, je vais augmenter mes prix. Moi j'ai vu des clients aux Pays-Bas il y a des mois qui m'expliquaient, presque un peu gênés, qui m'expliquait, oui, j'ai dû appeler mes clients la 4e fois cette année, c'était au mois de mai, pour leur expliquer que j'allais augmenter mes prix, parce que le prix des intrants montait, mais en même temps, ces entreprises étaient quand même en mesure de le faire, et les clients acceptaient, parce qu'en fait, comme vous le savez, une fois que l'inflation s'est installée, quand ça bouge partout, la barrière, on va être beaucoup moins autocensuré, on va moins s'autocensurer à augmenter le prix, parce que votre interlocuteur, il comprend que, oui, ça bouge à gauche, à droite, etc. Donc, pas de surprise, ça bouge chez vous également. Une enquête récente de l'IFO en Allemagne montre quand même qu'il y a moins d'entreprises que par le passé qui ont des intentions d'augmenter leur prix, qui est mettre en rapport avec la dynamique des prix des intrants, mais également, je pense, de l'environnement concurrentiel. Donc, au niveau de la politique monétaire, il y a un peu la grande inconnue. Là, je fais référence à un discours de Lael Brainerd, qui est la vice-présidente de la Réserve fédérale, qui a le Sum of the Parts Analysis. Donc, chacun qui a un peu la fibre pour corporate finance va adorer l'idée de Sum of the Parts. Donc, pour laisser l'idée, vous avez un conglomérat, on va le scinder et on va le vendre séparément, et comme ça, on va créer de la valeur. Ce que voulait dire Brainerd, c'est, il y a un sujet là, on n'a jamais eu tant de banques centrales qui ont monté les taux en même temps. Pas par un processus de coordination, mais simplement parce que tout le monde est un peu confronté au même choc. Donc cette série montre la différence entre le nombre de banques centrales qui montent les taux et le nombre de banques centrales qui, à un moment donné, baissent les taux d'intérêt. Donc là, pas besoin de donner beaucoup de commentaires. Pour ceux qui cherchent un peu, vraiment ce qui est derrière données, je dois vous dire que l'échantillon ici, il est plus étroit que là. Donc ça introduit un biais. Bon, je n'ai pas corrigé tout ça parce que voilà, je vais véhiculer le message qu'il y a beaucoup de banques centrales qui montent en même temps. En fait, l'idée c'est quoi? Il y a un risque que ça crée une sorte d'overkill. Je pense, ce qui n'est pas évident à expliquer pourquoi il pourrait y avoir un overkill. Donc lorsqu'on modélise, pourquoi est-ce que si vous êtes toutes des banques centrales et vous montez tous les taux, pourquoi l'effet agrégé serait supérieur à une sorte En fait, on ne peut pas faire une counterfactual parce que tout le monde monte en même temps, mais je pense que ce qui est derrière, c'est l'impact sur la confiance d'entreprise. Lorsqu'on est une entreprise, disons, multinationale, on exporte vers une multitude de pays. Donc, si vous êtes directeur général de cette entreprise, et votre responsable commercial des États-Unis, il dit « Ah mince, la Réserve fédérale va encore augmenter les taux ». Puis il y a celui qui couvre la zone euro, « Ah, la BCE va encore monter les taux ».
le Britannique, oh mince, my goodness, the Bank of England is going to hike. Et on continue. Donc là, une longue liste de directeurs commerciaux, parce que vous couvrez presque toute la planète, qui disent, donc là, en tant que directeur général, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que partout, il y a des problèmes au niveau monétaire. Et ça, je pense, peut donner un élément comment dire, de baisse de confiance qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas autant de banques centrales qui montent en même temps. Et ce qui est fascinant, c'est qu'une sorte de la précaution qui commence à se manifester et qui est la préférence pour les liquidités, la préférence pour le cash. Ce qui me préoccupe dans des périodes de récession, c'est qu'il y a une sorte de refus de consommer et d'investir parmi les agents économiques qui ont beaucoup de cash. Et aux États-Unis, par exemple, une enquête récente de Duke University auprès du CFO, qui est une enquête que j'adore, que j'utilise depuis des années. Donc, quels sont les facteurs qui vous poussent à investir moins que par le passé? Donc, à revoir à la baisse vos intentions d'investissement. En fait, le premier, c'est il n'y a pas de nécessité, no need to expand capacity. Donc, ça, c'est l'accélérateur classique. Pas besoin. Le deuxième facteur, c'est quand même important, le deuxième facteur maintenant, the need to preserve cash. The need to preserve cash. Lorsqu'on parle des entreprises, ce qui m'a toujours, surpris, mais au final, on est plus surpris parce que lorsqu'on vous dit ça pour la énième fois, c'est cette préoccupation des entreprises d'avoir accès aux liquidités quand le contexte économique se détériore. Et donc là, on le voit très bien. Donc, the need to preserve cash devient un facteur important. Un autre facteur qui monte en importance, c'est financing becoming unfavorable. Cette idée de précaution, on le trouve sous un autre angle, donc pas lié à la politique monétaire, mais quand même, je trouve illustratif pour ce que je veux dire ici. Il y a eu des recherches en Espagne il y a des années sur le comportement des ménages lorsqu'il y a une hausse du taux de chômage. Et donc ils ont analysé ça d'une façon très granulaire. Donc en fait, ils ont regardé des villes où au niveau ménage, il y a des ménages qui ont des perspectives d'emploi qui sont très solides, qui sont pas d'ambiguïté. Vous avez un emploi, vous aurez encore un emploi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et puis d'autres où la situation elle est moins visible. Qu'est-ce qui se passe lorsque le taux de chômage dans cette ville augmente? Même les ménages qui ont des perspectives d'emploi tout à fait sereines, etc., même ces ménages-là vont s'auto-censurer dans leurs dépenses. Donc c'est une sorte la frilosité de la consommation par empathie ou par je ne sais pas quoi, parce que objectivement il n'y a pas lieu. Donc pour moi c'est illustré également cette idée de quand on est en retournement cyclique et en hausse des taux d'intérêt, le cash ça devient très important. Alors, au niveau des pics des taux officiels, voilà, on peut en parler longuement, mais ce que j'ai fait ici, c'est tout simple. J'ai pris donc le calcul des anticipations d'inflation établi par la Réserve fédérale de Cleveland. Ce calcul, il est important. Pourquoi? Parce que trop souvent, il est très important de ne se pas tromper en termes de déflateur à utiliser lorsqu'on calcule un taux d'intérêt réel. Il y a des gens qui disent je prends un taux nominal et j'enlève l'inflation spot. Ça n'a aucun sens. Lorsqu'on a un contrat sur 5 ans, il ne faut pas enlever l'inflation à l'instant T. Un autre point qu'on oublie souvent, c'est en fait ce qui est très important, c'est comment vont évoluer vos ressources financières, votre revenu, votre chiffre d'affaires, etc. Si vous avez un salaire qui n'a pas du tout indexé et vous n'arrivez pas à convaincre votre employeur de vous donner une augmentation en réaction à l'inflation, désolé, votre taux réel, il n'a pas le taux nominal moins l'inflation, votre salaire, il fait 0. Donc tous ces éléments-là sont importants. Et donc Cleveland, en fait, a donc établi sur base de données d'enquête, de données marché financier, les taux swap et autres, une structure à terme que vous voyez ici, une structure à terme des anticipations inflationnistes. Donc, à ma connaissance, c'est le travail le plus sophistiqué, mais avec la beauté que pour chaque partie de la courbe, l'inflation a été établie, donc l'inflation attendue a été établie
de la même manière. Alors ça donne lieu à des constats qui sont quand même très frappants. Ici, par exemple, vous avez cette structure à terme des anticipations inflationnistes au 1er janvier 2021. Donc là, tout est serein, tout baigne. On a 1 an, on a 1,5. Et sur 30 ans, on est en dessous de 2%. En fait, c'est même un argument pour dire la Fed, écoutons, on va maintenir le pied sur l'accélérateur parce que vous voyez, la courbe elle est trop basse. Et puis le 1er janvier 2022, ça c'était encore, on est en pleine phase de inflation is transitory, vous vous souvenez? Donc là, la courbe avait quand même bougé, mais ok, aucun sujet. Et puis on est au 1er septembre. Ici, ça c'est la grosse inquiétude. Il y a eu un choc énorme au niveau des anticipations d'inflation. Et la partie longue aussi, alors là, elle a allègrement monté. Et puis, il y a eu un ton un peu plus agressif de la Fed, et donc ça a rechuté sur la partie courte, tout en restant trop élevé. Donc ces éléments-là sont à la base de ce que j'ai fait ici. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est cette colonne-ci. Donc lorsqu'on prend le taux à 1 an, donc le taux nominal moins l'anticipation inflation calculée par Cleveland, on constate qu'au mois d'octobre, en moyenne, on était, je ne sais pas mis à jour, désolé, on était à 1,54. Lorsque, dans le passé, on était au pic cyclique du taux de Fed Funds, qui est affiché ici, on avait un taux réel sur 1 an entre 78 ici, en janvier 2019, et tous les autres étaient largement au-dessus. Je ne suis pas en train de dire que la Réserve fédérale va viser à atteindre ces taux réels. Ce que je vais vous dire, c'est qu'entre 1,54 et les pics qu'on a vus, à l'exception de 2019, il reste quand même un certain écart, donc the job is not over. Donc c'est ça l'idée en fait de jusqu'où la Réserve fédérale pourrait pousser ce taux. Comme vous le savez, on est dans un mode de resserrement accéléré. Je pense qu'en partie parce qu'il y avait panique à bord. Mince, l'inflation n'est pas transitoire ou temporaire. Mais également l'idée en fait, on veut tuer les anticipations inflationnistes ou les contrôler à nouveau, et donc autant resserrer presque brutalement, qui est donc la phase d'urgence. Et donc là, progressivement, on va évoluer vers cette partie où on passe d'une phase d'urgence vers une phase de patience qu'on devrait atteindre au T1 2023. Donc ça, c'est notre hypothèse, pour on a un pic des taux officiels au T1 23 à la fois aux États-Unis et en zone euro. Et puis, cela suivra une longue période de patience. Maintenant, cette période de patience va être le bonheur pour les gérants obligataires en dette souveraine, parce que comme il n'y a plus tellement de risques à la hausse pour les taux officiels, donc autant rallonger cette duration. Et puis, avec une désinflation que vous voyez ici, tout ceci c'est schématique, donc vous voyez, il n'y a pas de calibrage des axes, mais il y a une désinflation. Et lorsqu'elle aura suffisamment évolué, on va commencer à baisser les taux d'intérêt. Donc là, on entre dans une confidence phase où l'avancement tardive maintenant, on peut couper les taux. Market pricing est trop optimiste. Donc ça sont les Fed Funds Futures avec donc un début d'assouplissement monétaire qui est passé à l'automne 2023, et donc ça c'est prématuré. Donc c'est vraiment le message que donne Powell. Et même du côté de la BCE aussi, il y a un pricing de détente progressive qui nous paraît être un peu prématuré. L'autre scénario, c'est un pic de Fed Fund 5,25 et un pic du taux de dépôt de 3%. On écoutera ce que va dire Christine Lagarde cet après-midi. Récession. Alors, pour l'instant, en fait, c'est fascinant. La narration de la récession, ça fait je ne sais pas combien d'années que je suis le cycle économique, longtemps, mais je n'ai jamais eu cette impression d'une narration de la récession arrive, donc aussi loin en avance. Et en même temps, d'une façon analytique, il y a un président d'une banque centrale de l'eurosystème qui, lors d'un discours récent, avait dit mais partout où je me déplace, où je me rends, je vois des panneaux le long des routes, nous cherchons de main-d'œuvre. On le voit en France, on le voit en Belgique, on le voit aux Pays-Bas et dans d'autres pays. C'est fascinant. Du côté US, lorsqu'on regarde l'estimation en temps réel de la croissance du PIB pour le trimestre en cours, estimation faite par Atlanta, en fait,
où est le problème? Il y a 3% de croissance en glissement trimestriel annualisé. En fait, le problème, il y a trop de croissance parce que ça veut dire ceci, ça m'intrigue l'inflation. Maintenant, il y a quand même des signes avant-coureurs qui sont clairs, qui sont limpides. Conference Board Leading Indicator qui baisse depuis plusieurs mois. On a là une baisse cumulée qui, dans le passé, n'a jamais donné un faux signal. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Paul Samuelson dans une interview dans les années 60, où il a dit la bourse a donné donc une prévision de récession 9 fois pour les 5 dernières récessions, depuis les faux signaux, souvent, la bourse. Mais ici, le Leading Indicators Index du Conference Board, avec une telle baisse, jamais de faux signaux dans le passé. Donc c'est toute une question de, c'est quand que ça arrivera. Ça n'a pas échappé à l'attention des économistes, le Anxious Index, qui est donc dans l'enquête Survey Professional Forecasters, dans l'enquête menée par la Fed de Philadelphie, on va demander aux économistes quelle est la probabilité d'une entrée en récession au trimestre suivant. Et donc là encore, on a atteint un niveau qui, dans le passé, a été associé à une entrée en récession. Bon, ça c'est un peu ce qu'on pourrait dire une analyse sur base de relations historiques. Un point à suivre de très près, c'est le marché du travail, bien sûr. Il y a la fameuse règle de Sam. Sam, c'est une économiste qui, à l'époque, travaillait à la Réserve fédérale et qui a écrit un article là-dessus pour honorer sa contribution. On appelle ça the Sam Rule. Une règle qui dit, lorsque le chômage en glissement annuel affiche une hausse, est donc en hausse, l'économie typiquement entre en récession. Et donc c'est effectivement ce qu'on voit à l'œil nu lorsqu'on regarde ces graphiques. Mais le point sur lequel je vous attirer l'attention, c'est cette dynamique ici. Et donc là, ça monte. Donc ça veut dire que la baisse du taux de chômage en glissement annuel diminue. Donc inévitablement, on viendra à un point où il n'y a plus de baisse, et à ce moment-là, on va commencer à s'inquiéter. Ce qui d'ailleurs est un élément qui est fascinant, c'est-à-dire que je me demande vraiment en fait, je ne me demande pas, je suis persuadé, mais ça c'est ma conviction à moi, je pense qu'il y a une partie, ce qu'on pourrait appeler en anglais « haunted by the stylized facts ». Donc on est tétanisé par les faits stylisés. Le fait que dans le passé, il y a eu une relation étroite entre une variable A et une variable B influence le comportement aujourd'hui. Lorsque la variable A est dans un niveau ou dans une dynamique qui dans le passé a été associée avec un comportement spécifique de la variable B, on va donc dire que le A il est à nouveau dans ce contexte, dans cette situation, donc inévitablement B va suivre. Donc la velléité à prendre de risques baissera lorsque le taux de chômage augmentera en glissement annuel. Même si a priori il n'y a rien qui se passe. Ça c'est simplement un peu le comportement où on fait du copier-coller. C'est très important pour les marchés financiers. Il y a quelques années, on a demandé aux banques, c'est la Fed de New York qui avait posé cette question, qu'est-ce que vous allez faire si, lorsqu'il y a un aplatissement significatif de la courbe des taux d'intérêt? Les banques ont répondu, on va être beaucoup plus prudent. Et pourquoi? Un aplatissement de la courbe, ça veut dire une marge baisse. Mais également, dans le passé, on a vu qu'un aplatissement était suivi par une récession. Donc on va être plus frileux dans l'octroi de crédit. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de dire. On applique la style du passé, on l'applique par la décision qu'on prend aujourd'hui. On devient plus frileux dans l'octroi de crédit et du coup, l'économie en souffrira. Donc tout ça, je passe, sont des indicateurs d'enquête. Je passe aussi, voilà. En fait, il y a une multitude d'indicateurs aux États-Unis qui montrent que bon, ça commence à se détériorer quand même. Il y a une implosion. Bon, ça, c'est un peu exagéré, mais il y a quand même une très forte chute au niveau du marché immobilier en termes de conduction de l'enchérissement des conditions d'accéder à la propriété immobilière.
hausses de taux qui se greffent sur la hausse des prix de l'immobilier, une offre qui a très fortement augmenté, l'utilisation des cartes de crédit pour la consommation est devenue beaucoup plus forte que par le passé. On constate aussi une très forte chute du taux d'épargne. Le taux d'épargne des ménages US, il a chuté au niveau de 2006, donc il y a quand même une limite. Certes, on a constitué de l'épargne excédentaire lors des confinements, mais à un moment donné, on a quelque part, comment dire, consommé, entre guillemets, cette épargne supplémentaire. Pour être très nuancé, on dit qu'on a consommé, mais en réalité, on n'a pas consommé. Ce que je veux dire, c'est qu'on a donc eu une accélération de constitution de patrimoine financier pendant le confinement, ce qui permet de ne pas constituer une épargne financière lorsque le temps va mal. Et puis, à peu près à un moment donné, il faut quand même reconstituer parce qu'on doit épargner en fonction des perspectives de sa retraite. Donc, cette force de quand même reconstituer de l'épargne va revenir. Mais lorsque le taux d'épargne il a chuté à un niveau extrêmement bas, il y a quand même un problème qui se pointe. Et donc, soit on continue à quelque part dire on consomme, ou bien on dit mince, on a un problème bilanciel qui se pointe à un horizon de 20 ans, de 30 ans, et donc on doit épargner davantage. La mécanique du ralentissement en zone euro, ça en fait c'est un peu pour faire le pont entre ce qui se passe du côté entreprise, ce qui se passe du marché du travail. Ça c'est l'évaluation du carnet de commande des entreprises. Et ça sont les employment expectations, donc ça sont les intentions de recrutement des entreprises. Donc très belle relation, c'est fantastique, et donc ça c'est l'expérience récente. Donc en fait l'expérience récente, on était en début d'année ici, et donc là on passe ici. Donc en fait, comment dire, la baisse des intentions de recrutement est tout à fait en ligne avec la relation historique. Et en fait, dès à présent, on peut dire qu'on va continuer à glisser le long de cette ligne. Maintenant, il y a des effets sectoriels qui sont très différents. Là, par exemple, vous avez plusieurs secteurs. Investment goods, par exemple, où la baisse, somme toute, n'est pas énorme et où la révision de la baisse des intentions de recrutement ok, elle est là, mais elle n'est pas gigantesque. En revanche, lorsqu'on regarde consumer durables, super cyclique, et puis intermediate goods aussi, alors là, mon Dieu, le carnet de commande, il a vraiment chuté, et donc en conséquence, les intentions de recrutement ont également terriblement chuté. Donc en fonction du secteur dans lequel on se trouve, il y a quand même des comportements qui sont très différents. Qui me ramène à ce que j'ai dit au début, la macro, c'est devenu de la micro en quelque sorte. Donc l'hétérogénéité sectorielle est un point d'attention important. Alors, donc j'ai mentionné les intentions de recrutement qui souffrent lorsque le carnet de commande est un peu moins garni. Et quelle est la relation entre les intentions de recrutement et le vécu des ménages? Donc, lorsque les intentions de recrutement baissent, on passe de droite à gauche, les craintes des ménages au niveau du chômage à un horizon de 12 mois, tout ça sont des données de la Commission européenne, ces craintes augmentent. Donc ça, il y a une belle relation ici, et donc ça c'est la dynamique que l'on observe cette année. Et donc ce qu'on peut anticiper, c'est que les ménages, la confiance a plongé à cause de l'inflation. Donc il y aura une sorte d'aubaine, entre guillemets, en 2023, lorsqu'on constate, ah oui, il y a une certaine désinflation qui se manifeste, mais ce qui prendra la relève comme facteur qui pèse sur la confiance, c'est ça, bien évidemment. Donc, les intentions de recrutement qui baissent font monter les craintes de hausse du chômage qui finiront donc par peser sur la consommation des ménages. Un autre point qui frappe historiquement, c'est quand même une relation assez nette, en toute logique d'ailleurs, entre l'évaluation du carnet de commande des entreprises et la formation brute du capital fixe des entreprises. Donc ça, c'est l'illustration de l'accélérateur, bien sûr. Et donc ça marche plutôt bien, sauf en 2019 où ça a complètement foiré. Mais sinon, donc, mon a priori sur cette relation, j'ai plutôt envie de regarder la période avant 2019 que la période après 2019, et donc de dire que sans doute l'accélérateur
devrait jouer un rôle, tout comme l'accélérateur financier de la banque, qui bien évidemment, qui est l'accès au financement et les autres mécanismes que vous connaissez dans ce cadre. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, les panneaux le long des routes cherchant à recruter. Mais pourquoi donc c'est assez frappant. Donc, la pénurie de main-d'œuvre reste à un niveau très élevé dans différents secteurs. Disons que ça baisse un tout petit peu là dernièrement, mais ça reste à un niveau élevé, qui est donc un facteur qui devrait alimenter les hausses des salaires encore dans les prochains mois, parce que, comme vous le savez, c'est un indicateur qui est lagging par rapport au cycle. En fait, cette pénurie, elle est à mettre en rapport avec des carnets de commandes qui sont absolument pleins lorsqu'on regarde le stock des commandes. Donc, pas le delta, pas le flux, mais le stock. Et donc, une façon de l'appréhender, c'est on regarde ici la ligne noire, donc en quelle Commission européenne, quel est le marché du travail comme facteur qui contraint la production. Et donc là, on est à des records historiques et vous observez, vous remarquerez la corrélation quand même très étroite avec la ligne verte qui montre duration of production assured by current order book. Ça veut dire, lorsqu'on prend le carnet de commande, combien de mois de production est-ce qu'on a pour, disons, honorer cette demande. Et donc là, on voit qu'on n'a jamais été aussi élevé. Ce qui montre quand même, comment dire, le caractère exceptionnel de ce cycle que nous vivons. Et donc, inévitablement, une fois que vous voyez ça, à droite, il y a une corrélation entre la pénurie de main-d'œuvre comme un facteur qui limite la production et la variation de l'emploi. Les entreprises cherchent à recruter parce que il y a les clients qui appellent, alors là, vous allez me livrer mes produits, mes services dans combien de jours, semaines ou mois. Maintenant, on ne doit pas se faire des illusions. Les deux graphiques ici ont la même série, les axes sont différents, donc à vous de choisir si vous regardez ici ou à gauche ou à droite. Mais ce que je montre ici, c'est que une relation quand même étroite entre les employment expectations des entreprises et le facteur qui limite la production, donc la main-d'œuvre qui limite la production. Et donc les employment expectations sont plutôt un indicateur avancé. Donc ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que les entreprises disent mais le besoin de recrutement de main-d'œuvre commence à se tasser. Et donc ça met en perspective que la contrainte de main-d'œuvre sera moins aiguë dans les prochains trimestres. C'est peut-être un facteur qui devrait contribuer à la désinflation en zone euro. En fait, il y a tellement de sujets à traiter que je passe 10 secondes à ce travail quand même très poussé de la Commission européenne, qui est un autre sujet, mais qui contribue au ralentissement. Certes, la constitution d'épargne de façon exceptionnelle pendant le confinement et après est un facteur de résilience, on insiste bien là-dessus, mais en fait il y a une assez nette érosion qui a lieu, et c'est ce qu'on voit ici. L'érosion à cause de l'inflation, bien sûr. La Commission européenne a calculé que cette constitution exceptionnelle ou excédentaire de patrimoine financier pendant le confinement a déjà été érodée à hauteur de 50% à cause de l'inflation. Donc il y a toujours un coussin, une partie du coussin qui a été mangée, entre guillemets, par l'inflation. Voilà, récession, ok. Alors là, la question, c'est la question à quelques millions d'euros ou de dollars, shallow, deep, short, long. Donc là, c'est un peu à vous de jouer parce que je vous donne les éléments qui plaident pour shallow and short, donc ampleur limitée et court, ampleur limitée et long, récession profonde et courte, récession profonde et longue. Alors là, si vous êtes ici
Les cadeaux de Noël sont supprimés, sauf si vous en avez acheté. Si vous êtes ici, je vous invite à en acheter davantage, comme ça, c'est un petit soutien à l'économie. Il faut acheter local, bien sûr, parce qu'autrement, il y a la fuite via les importations. Mais pour l'instant, nous sommes plutôt ici. Pourquoi? Parce que les tensions du côté offre vont baisser, donc ça va être désinflationniste, qui va être une sorte d'aubaine pour le pouvoir d'achat. Rétention de main-d'œuvre, qui est un sujet sur lequel je reviens immédiatement. Il y a l'obligation d'investir dans le cadre de la transition énergétique. Pour rappel, la Commission européenne, son estimation transition énergétique et la transition digitale nécessite un investissement annuel supplémentaire de 650 milliards d'euros. Bon, sans doute, il y aura un effet de substitution dans une certaine mesure, mais quand même, ce qui est atypique, c'est que normalement, dans une récession, la question que posent les clients, c'est toujours la même. D'où viendra la croissance? Alors la réponse toute simple, c'est qu'il y a toujours eu un retour de la croissance, donc ne paniquons pas. Bon, ça, le client reste un peu sur sa faim, donc du coup, on va expliquer qu'il y a la baisse des taux, etc. et d'autres facteurs qui vont jouer. Autre facteur très important, en fait, le gain de confiance de ceux qui ont beaucoup de cash. Donc le déclic, c'est on voit la lumière au bout du tunnel, j'ai du cash et j'y vais. La destruction créatrice, en quelque sorte, ce sont des entreprises qui ont un bon bilan, qui ont du cash et qui rendent la vie dure à leurs concurrents, qui n'ont pas de cash et qui ont un bilan qui est un peu délabré, etc. Donc ça crée une dynamique. Mais ici, ce qui se greffe sur cette dynamique qu'on peut anticiper, c'est la nécessité d'investir pour réussir la transition. La qualité des bilans, elle est plutôt bonne, je cite le Fonds monétaire au niveau européen, elle est bonne au niveau des ménages américains aussi. Excess savings, en partie érodé, bon, toujours là, et puis le soutien budgétaire pour pallier le choc inflationniste. Ça pourrait être plus long, c'est l'idée des ajustements retardés de la facture énergétique. Il y a un autre facteur qui complique la donne, vraiment d'appréhender les chocs auxquels sont exposés entreprises et ménages. La Banque d'Angleterre, cette semaine, a sorti un communiqué mentionnant, j'ai oublié les chiffres, mais qu'il y aura des millions de ménages britanniques qui l'année prochaine seront confrontés à une hausse de charges d'intérêt pour le crédit hypothécaire. Mais qu'en 2024, il y aura encore des millions qui seront à nouveau, parce qu'il y a un reset. Et donc ça veut dire que c'est assez perturbant. Donc en 2024 encore, il y a un choc qui suivra. Et donc lorsqu'on dit, écoutons, il y a un choc d'inflation, il y a un choc des produits alimentaires, de la facture énergétique, il y a un choc des taux d'intérêt, alors là, de façon très analytique, mais quand même hautement inquiétant. Au Royaume-Uni, on parle maintenant du syndrome, ou pas le syndrome, mais le phénomène de empty lunchbox. Donc, en fait, le problème est le suivant, c'est que les ménages les moins aisés, les enfants ont droit à un repas gratuit dans la cantine de l'école. Et ceux qui passent tout juste au-dessus n'ont pas droit à ça. Et donc, eux, ils arrivent avec leur lunchbox. Mais comme il y a une contrainte financière de plus en plus grande, ce lunchbox, il est moins rempli que par le passé. Et donc, ça laisse quand même perplexe. Et donc, ça pourrait être des facteurs qui, en fait, conduisent à une récession qui pourrait être plus longue. Et puis, DEEP, alors là, il y a d'autres chocs. Je dirais que pour DEEP, il y a la grande inconnue du rôle du prix du gaz, disons, à l'automne de 2023. Et notamment l'effet pérenne de ce choc au niveau des termes d'échange. Un autre facteur qui pourrait jouer, c'est que les banques centrales devraient monter les taux plus qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, ça devient non linéaire. Imaginons que la Fed devrait monter les taux à 5,75. Alors là, mon Dieu, ça devient hautement perturbant, etc., etc. Donc voilà. Alors, puis après, il y a la reprise. Pourquoi le scénario de reprise il est pertinent dans l'évaluation du scénario de récession? Parce que si on croit
que la reprise va être plus ou moins correcte, ça va donc influencer le comportement, l'attitude qu'on adopte en récession. Aux États-Unis, par exemple, une enquête de Conference Board auprès des dirigeants d'entreprises montre qu'il y a presque toutes les entreprises qui s'attendent à une récession. Donc, voilà. Mais la toute grande majorité s'attendent à une récession qui serait ampleur limitée, durée relativement courte. Moi, j'appelle ça de look-through recession. Look-through recession, ça veut dire qu'une récession, comme elle sera pas si grave que ça, en fait, on l'ignore en quelque sorte. On regarde à travers, et donc on regarde déjà ce qui se passera après. Donc, si on croit à ça, autant regarder comment se pourrait se présenter la reprise. Et donc, quels sont les facteurs à la base d'une reprise? Il y a la désinflation, il y a la confiance que les taux d'intérêt officiels ne vont plus être remontés, il y a les cash-rich households qui se mettent à dépenser, idem pour les cash-rich companies, le soutien budgétaire, et puis the need to invest au niveau de la transition. Donc, tous les facteurs qui alimenteront à un moment donné la reprise. Et puis, le soft recovery, qui est un scénario de base, il est basé sur quoi? Elle est basée sur, d'un côté, labor hoarding comme facteur de résilience, donc rétention de main-d'œuvre. Et puis, il y a l'autre facteur, c'est une récession sans baisse des taux, ce qui est assez unique. Il faut remonter au début des années 80 pour avoir vu ça. Et donc, ça, c'est un élément qui interpelle bien sûr, parce que normalement, en récession, très rapidement, il y a des assouplissements monétaires. La rétention de main-d'œuvre est un phénomène plutôt européen, comme on le sait. Donc là, on l'a analysé. Donc ça, c'est au niveau européen. En fait, la rétention de main-d'œuvre, c'est un concept qui est très beau, qui est intuitif, mais pour l'appréhender, c'est pas évident. Donc typiquement, on regarde la dynamique de la productivité de la main-d'œuvre et sa cyclicité et sa corrélation avec le cycle économique. Et donc là, vous voyez la croissance du PIB réel en zone euro et la croissance de la productivité du travail. Là, c'est par heure et là, c'est par personne. Il y a quand même une assez belle corrélation. Ça, c'est au niveau US, c'est un peu plus difficile à interpréter. Et comme c'est plus difficile, je me dis, je vais calculer la corrélation en fenêtre glissante sur 12 trimestres. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Mais c'est qu'en moyenne, cette corrélation, elle est nettement plus élevée du côté européen que du côté américain. Donc, labor hoarding est un facteur auquel on pourrait faire appel plutôt en zone euro. Mais d'une façon anecdotique, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je m'y attends également aux États-Unis, parce que si on dit it's a look-through recession, si on a toujours la pénurie de main-d'œuvre, autant garder la main-d'œuvre plutôt que être en manque de ressources une fois que l'économie reprend. D'ailleurs, vous constaterez aussi que la Covid-19 a provoqué des ruptures dans ces corrélations. Mais donc, labor hoarding est un facteur de résilience. En revanche, l'absence d'assouplissement monétaire, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le passé, est donc un facteur, comment dire, qui complique la donne et qui devrait donc conduire à une reprise qui serait plus progressive, pour ne pas dire plus molle. Donc là, vous avez par cycle, par récession aux États-Unis, vous avez donc le taux de Fed Funds, effective rate, donc c'est pour ça que ça bouge tellement. Effective rate parce que la Réserve fédérale, il y a un temps, ne communiquait pas sur son objectif, en fait. Il n'était pas affiché. Et la ligne rouge, c'est l'inflation. Et donc là, vous constaterez que d'une manière générale, pendant une récession, la Réserve fédérale coupe ses taux d'une façon assez agressive. La Chine, en fait, j'espère que je ne vais pas vous frustrer, mais je ne vais pas en parler, c'est tellement spécifique, et puis j'ai encore d'autres choses à vous parler, à vous expliquer. Je pense que la Chine, c'est spécifique avec leurs propres éléments de crise, qui ne vont pas vite disparaître, mais qui compliquent la donne pour l'économie mondiale, parce qu'il n'y a pas assez de locomotives chinoises qu'on a pu voir dans le passé. Les marchés financiers, là pour l'instant, il y a toujours une sorte de prise de conscience qui doit intervenir au niveau des perspectives bénéficiaires, parce que en vrai, vous avez pour différents indices boursiers, pour différents indices actions, vous avez donc le niveau des bénéfices qui est anticipé
Et donc là, en fait, là, ça se retourne à peine pour les US. La zone euro, ça n'a même pas commencé. Donc le seul indice où ça a vraiment baissé, c'est au niveau du marché émergent. Donc ça, donc les macroéconomistes disent on s'achemine vers une récession. Les prévisionnistes bottom-up disent récession, qu'à récession. Donc à un moment donné, je pense qu'il va y avoir une sorte de retour à la réalité. Et retour à la réalité ceci n'a pas un conseil investissement. Soyons clairs que je ne suis pas un conseiller en placement. Mais sur une base purement, théorique, Fox est en train de constater, lorsqu'on regarde ce qui détermine le prix des actifs risqués, comme vous le savez, c'est la croissance du bénéfice, c'est le numérateur, c'est le taux sans risque dans le dénominateur, et c'est l'appétit pour le risque, la prime de risque exigée dans le dénominateur, qui sont les trois facteurs pour calculer la valeur actuelle des flux futurs. Qu'est-ce qui se passe lorsque la croissance est à risque, lorsque la croissance va fléchir? L'appétit pour le risque va souffrir dessus. Donc là, on passe d'un régime où le risque des taux d'intérêt disparaît progressivement, mettons à partir du T1, 23. Donc ça, ce n'est plus le sujet. Tout le sujet, c'est là, là et là. En fait, ce qui est fascinant, c'est une recherche menée il y a des années par les équipes de Goldman Sachs, donc félicitations à leur recherche. Ils l'ont publié en 2010, où en fait ils ont analysé quelle est la corrélation entre différentes variables économiques et la prime de risque exigée dans la bourse. Et en fait, les corrélations, donc les R carrés, les plus élevés sont là. Donc ce qui est fascinant, c'est que l'estimation de la croissance du PIB, ce qu'on appellerait en anglais point forecast de la croissance du PIB, il y a un R carré de 5%. Quand on est investisseur, pas trop passer du temps à faire une point forecast pour la croissance du PIB. En revanche, ce qui est important, qu'est-ce qui se passe avec l'output gap? Est-ce qu'il va s'élargir ou il va se rétrécir? Le chômage, bien sûr, et la dynamique inflationniste par son impact sur les perspectives de taux d'intérêt. Donc en fait, toute l'attention doit se porter sur le marché du travail et comment va évoluer l'output gap qui devrait en fait passer d'une utilisation excessive des ressources vers une sous-utilisation afin d'avoir une désinflation. Il me reste dans l'explication à peu près 3 minutes parce que je vois que Christophe est en train de paniquer. Ça en fait, alors là c'est un exercice, c'est pas un exercice, c'est juste quoi, mais simplement, je me suis à la place de mes clients, donc des clients qui viennent chez nous pour dire voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'économie? En fait, la question importante à laquelle on doit répondre, mais quelle est la qualité des prévisions de croissance, la qualité moyenne des prévisions de croissance lorsqu'on est en retournement cyclique? Question quand même très importante pour tout et chacun qui utilise des prévisions de croissance. En particulier, ce qui est important, est-ce qu'on arrive à bien appréhender l'ampleur de la récession? C'est crucial. Et ça, donc, afin d'avoir des séries suffisamment longues, et puis également il y a une sorte d'efficience parce qu'on peut télécharger sur le site de Philadelphie toutes ces données. Donc je me suis livré à l'exercice suivant. On prend le Survey Professional Forecasters, site fait de Philadelphie, et on calcule tout bêtement quel est l'écart entre une prévision faite le trimestre précédent pour le trimestre en cours. Donc c'est une prévision à un horizon d'un seul trimestre, Et ça sont les écarts. Donc il y a la prévision moins les réalisés. Lorsqu'on est en positif, on surestime la croissance. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de sous-estimation de croissance. Mais lorsqu'on regarde les périodes de récession qui sont les zones en gris, qu'est-ce qu'on constate? À première vue, il y a quand même beaucoup de sous-estimation en récession. Alors, ici, j'ai calculé ce qu'on appelle en stats le root mean squared error. Donc c'est très bête. On prend les écarts de prévision, il y en a qui sont positifs, négatifs, on fait la moyenne, ça n'a aucun sens. On va le mettre au carré, on fait la moyenne, et puis on prend la racine carrée de ces moyennes, c'est le RMSE. Et donc,
lorsqu'on est en temps normal, donc on n'est pas en récession, on a cette ligne ici. Ce qui est très fascinant d'ailleurs, parce que en fait, on constate que l'erreur moyenne de la prévision est indépendante de l'horizon de prévision. Moi, ça me fascine. En quelque part, ça me perturbe presque, mais bon. Mais alors, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est qu'est-ce qui se passe en récession. Et donc là, qu'on constate, ça c'est en récession. Donc là, l'erreur de prévision, c'est un multiple de celui en temps normal. Maintenant, ça c'est tout à fait logique. Donc, il ne faut pas dire que les économistes sont des nuls. Je ne vous ai pas dit ça parce qu'autrement, vous partirez immédiatement. Mais en fait, prévoir une prévision 4 trimestres à l'avance, c'est impossible. Parce que prévoir une récession, pardon. Parce qu'une récession, typiquement, ça arrive, on peut en parler longtemps, mais puis, soudainement, elle est là. Et puis, parfois, on en parle beaucoup, et elle n'arrive pas. Elle se fait attendre. Donc, c'est assez logique d'avoir ce phénomène. Il y a d'autres facteurs qui jouent aussi. Il y a une sorte de... On s'auto-censure à parler des récessions. Le Fonds monétaire a fait un papier très intéressant là-dessus. Donc, est-ce que j'ose communiquer qu'il y aura une récession? Parce que si on dit qu'il y aura une récession et puis après il n'y a pas de récession, alors là, mince, en termes d'image, c'est pas idéal. Sauf si on a l'habitude de dire en permanence, en bon temps et en mauvais temps, il y aura récession à ce moment-là. Bien évidemment, il y a des moments où on a vu juste. Mais lorsque l'horizon de prévision se réduit, c'est là aussi, on voit quand même que l'erreur baisse, tout en restant élevé. Ça, c'est un trimestre à l'avance. Un trimestre. Ça, c'est quand même, ça interpelle. Alors, pour encore plus vous perturber, ça sont tous les trimestres aux États-Unis où il y avait une croissance négative. On était en récession, croissance négative, tous les trimestres. Et donc là, je regarde la prévision faite le trimestre précédent ou 2 trimestres précédents ou 3 ou 4. Quel était est-ce que le signe était bon? Le signe était bon. Donc est-ce que les économistes en moyenne ont dit la croissance sera négative? Ou est-ce qu'ils ont dit non, elle sera positive? Et donc en fait, il y a, avec un horizon prévisionnel d'un trimestre, il y a 70% des trimestres, pour un horizon prévisionnel d'un trimestre, 70% où on surestimait. Sur 2 trimestres, il y a 74%. Sur 3 trimestres, 85%. Et sur 4 trimestres, 89%. Donc il y a un vrai sujet d'appréhender l'ampleur d'une récession. Donc quand je vous dis le scénario de base, c'est shallow. Oui, ok. Ça, c'est sur base de notre analyse, etc. Mais c'est un peu l'idée de caveat emptor, buyer beware. Donc si vous êtes utilisateur d'une prévision économique, et cette prévision, la qualité de la prévision joue un rôle très important dans votre décision, quand même, gardez à l'esprit ce travail aussi. Alors, comme vous avez vu, c'est pour ça aussi que j'ai inclus cette slide de Goldman Sachs. La slide de Goldman Sachs dit ne vous focalisez pas trop sur ce point forecast. Parce que ce qui est important, c'est la dynamique de l'output gap. Ce n'est pas le point forecast. Mais si vous devez prendre des décisions où le point forecast est important, ça c'est un élément qui retient l'attention. Là, vous allez dire, oh mince, qu'est-ce qui me fait? Et puis, on regarde 2024, et là, ça c'est plus intéressant aussi. Les économistes, en moyenne, ont tendance à être trop pessimistes pour la reprise. Donc en fait, on est trop optimiste dans la chute et trop pessimiste dans la reprise. Donc, on se reverrait dans un an si Christophe a encore envie de m'inviter. Donc ça, bien sûr, je vais vous sortir ça. Parce que lorsqu'on regarde 2024, donc ça sont les bâtonnets des erreurs de prévision, et on constate que dans la plupart des cas, pour les différentes récessions, pour les différentes reprises, pardon, ça sont les reprises, ce sont les 6 premiers trimestres après la fin de la récession, dans la plupart des cas, on sous-estimait. Et d'ailleurs, c'est assez logique.
je pense que c'est logique à cause des phénomènes psychologiques, etc., de confiance qui sont impossibles à appréhender parce qu'on essaie de comprendre de relation comportementale. À un moment donné, la confiance est de retour. Voilà, on y va, on investit, on recrute, on fait des voyages, on fait la fête. Donc ça, c'est le côté, comment dire, moi j'appelle ça psychologie, mais bien sûr avec une contrainte financière qui se détend. Et l'autre facteur, il y a purement statistique. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait une prévision, oui, on ose espérer que les fluctuations de la prévision soient inférieures à celles de l'observé, bien évidemment. Donc, typiquement, donc inévitablement, on surestime, on chute et on sous-estime en choses, en remontée. Et avec ça, bon, je vais m'arrêter ici. Oui, je vais m'arrêter. Là, il y a encore des chiffres de croissance, mais bon, ça, vous pouvez le voir sur notre site web. Comme j'ai dit que le point forecast, c'est pas ce qui est le plus important dans la vie, et je ne vais pas passer du temps, ça fait parler de ce point forecast. Voilà. Merci infiniment, merci infiniment pour cette présentation très riche et qui nous met un peu au cœur de votre métier, pour ceux d'entre vous qui ne le pratiquent pas, avec toute sa complexité, toutes ses subtilités. Donc, on a un petit moment pour les questions-réponses, si il y en a. Michel. Oui, ça pose toujours le problème de cette anticipation de récession. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été constaté aux États-Unis notamment, mais qui ne donne pas la date, hein, c'est toujours que vous avez tout à fait raison là-dessus. C'est l'inversion de la yield curve comme étant une anticipation de récession qui s'est constituée à peu près dans toutes celles qu'on a connues depuis les années, début des années 60, des choses comme ça. Et donc, qui donne un indicateur intéressant, mais je crois que vous avez raison, il dit c'est dans les 2 ans, quoi. Hein, récession possible, récession assurée d'une certaine manière, quoi, mais dans les 2 ans. Est-ce que l'inversion de la yield curve, vous en servez? Oui, mais bon, c'est un des indicateurs. En 2018, avec l'équipe, on a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre quels sont les signes avant-coureurs d'une récession. Et pourquoi en 2018? Parce que c'était très fascinant, dans cette enquête de Duke University, on voyait que le pourcentage d'entreprises ou de CFO, en fait, directeurs financiers, qui anticipaient une récession dans les 18 mois qui allaient suivre, était en nette hausse. Et ça nous interpellait. Et donc, oui, il y a l'inversion de la courbe des taux, qui est un très bon indicateur, comme je dis à juste titre, et vous avez ajouté qu'il y a parfois un délai assez considérable. Pour rappel, l'influence de l'assouplissement quantitatif qui écrase la term premium dans la courbe des taux et donc qui provoque en sorte un aplatissement artificiel de la courbe des taux. Ce n'est pas un élément qui nuit à la qualité prévisionnelle, prédictive de cet indicateur. Il y a des recherches là-dessus. Mais il y a un meilleur indicateur qu'on appelle le Near Term Forward Spread, qu'on utilise aussi. Le Near Term Forward Spread, c'est quoi? On prend l'anticipation du taux 6 mois dans 18 mois. Ça, c'est dans l'article original de la FED, ce qu'ils ont pris. Donc, on prend le 6 mois dans 18 mois et qu'on compare avec le 6 mois maintenant. Et ça, en fait, c'est un indicateur qui est meilleur que le 10 moins le 1 ou le 10 moins le 2, parce qu'en fait, il a une avance qui est plus courte. Et voilà. Maintenant, le problème, face à cette problématique de quelle est l'avance, etc., voilà, on continue à creuser. C'est comme ça qu'on est tombé sur cette idée de la règle de SAM, donc la variation du taux de chômage. Et on a également constitué des modèles de probabilité en fonction de la chute des créations d'emplois.
Et donc, en fait, nous, avec l'équipe, on se fie beaucoup plus à la dynamique du marché du travail, et notamment la création d'emplois, parce que là, le signal va être, il arrivera plus tard. Et donc, le délai entre le signal et l'entrée en récession sera plus court. Ce qui, dans le message qu'on donne aux clients, est un message important, bien sûr. Donc, il y a une batterie d'indicateurs, dont la courbe. En fait, il y a les indicateurs des marchés financiers, donc la courbe. Il y a, les données d'enquête, comme l'indicateur de anxious index, d'inquiétude des analystes, des économistes. Il y a le Conference Board, qui est plutôt stylized facts, donc c'est le troisième type d'indicateur. Et puis il y a tout ce qui touche au marché du travail. Donc il y a 4 types d'indicateurs. Merci. Alors, il y avait Antoine, monsieur et monsieur. On va peut-être prendre les 3 questions ensemble, comme ça, on va gagner un peu de temps. Antoine, vas-y. Oui, en fait, sur la synchronisation des politiques monétaires, vous avez évoqué, merci pour votre exposé en tout cas, qui était vraiment très intéressant. Vous avez évoqué le fait de resserrer en même temps les politiques monétaires va avoir un effet suradditif. Ouais. Alors en fait, la question que je me pose, je crois qu'il y avait un économiste qui en avait parlé, c'est que est-ce que cette suradditivité est anticipée par les banquiers centraux ou pas? C'était dommage, je ne sais plus. Mais en tout cas, il disait le risque aujourd'hui, c'est que les banquiers centraux n'anticipent pas le fait que toutes les banques centrales en même temps vont resserrer et que du coup, ça va avoir un effet encore plus fort de contraction de l'activité. Je suis très étonné de ça. Je suis très étonné que les banques centrales ne le fassent pas. Pas forcément sous la forme de coups de téléphone ou de réunions, mais sous le fait que, tout simplement, à la Réserve fédérale, à la Banque centrale européenne, il me semble qu'à la Banque centrale européenne, par exemple, on travaille aussi sur une anticipation de ce que vont faire les banques centrales et que le travail est assez sérieux pour que ce soit pris en compte dans la définition de la politique monétaire en Europe. Oui. On va prendre les autres questions. Monsieur. Oui, merci. Henri Rezen, je francamente, je suis ingénieur et pas économiste, alors, mais l'économie, 2 questions. On a vu l'explosion de cette bulle des cryptos. Est-ce que ça va avoir des conséquences dans la vie réelle? Et vous avez mentionné l'Angleterre, et ça a quasi faillite il y a quelques semaines, et aussi le dépassement de la Bourse de Londres par Paris. Alors pour le financement des projets européens et des sociétés européennes, est-ce que ça a des conséquences positives? Merci. Monsieur. Frédéric Niel, journaliste au PELA. Je voulais avoir une idée des conséquences de la décision des Américains l'été dernier de voter le Inflation Reduction Act pour essayer de prévenir une récession, l'explosion des prix de l'énergie, etc. Donc, est-ce qu'on a une petite idée de l'impact de cette mesure pour 2023? Et puis les Européens craignent beaucoup les conséquences de cette loi, avec des délocalisations prévues. Donc, dans ça, vous noterez, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez quantifié les conséquences de cette mesure aux États-Unis, mais surtout en France et en Europe? Juste pour poursuivre sur cette question, est-ce que vous pourriez aussi nous apporter un élément sur les industries d'avenir? C'est-à-dire que là, il y a certaines entreprises qui fabriquent des batteries, par exemple, qui craignent aujourd'hui de devoir aller aux États-Unis ou ailleurs. Voilà, dans les industries d'avenir liées à Merci. Alors, sur les RA, on avait fait une précédente session de club sur le commerce et la politique industrielle. Je pense que William aura des choses intéressantes à dire dessus, mais on est plus centré sur la conjoncture aujourd'hui.
Je vais vite répondre, et comme j'ai dit en intro, si vous restez sur votre faim, vous me communiquez et on en parlera le temps qu'il faut. Sur l'additivité, je suis tout à fait d'accord avec votre lecture. On ne peut pas imaginer que la Banque centrale n'intégrerait pas dans leur réflexion ce que font d'autres banques centrales. Je pense qu'il y a une certaine s'auto-censure à en parler trop, parce que ça pourrait conduire à une lecture de la part des marchés d'une sorte de biais de dovishness par rapport aux données domestiques, parce qu'on intègre des influences de l'extérieur. Donc ça peut être un facteur qui joue. Je pense que le vrai sujet de la suradditivité, c'est à un moment donné une sorte de phénomène de surprise. Ah tiens, c'est ça un peu c'est un peu comme sur la métaphore on est sur un bateau, sur une rivière, mais il y a quand même du courant, on a quand même intérêt à chercher un peu d'équilibre. Donc si tout le monde se dirige d'un côté, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la crainte. Et pour moi, la suradditivité, c'est un peu l'idée de comme je l'ai expliqué, je ne vais pas le répéter, mais qu'on finit par être surpris quand même, quand tout le monde le fait. Et il y a Maurice Osfeld notamment qui a parlé de ça également. Et je dois dire que ce qu'ils ont dit, oui, c'est pas si exhaustif que ça. Je pense qu'un élément qui joue, c'est que lorsqu'une banque centrale, mettons que les États-Unis remontent le taux d'intérêt, ça provoque une appréciation du dollar et une dépréciation des devises des partenaires commerciaux qui, là, constituent un assouplissement des conditions financières qui donne un certain élan à l'économie, qui contrebalance le resserrement américain. Donc au niveau de l'économie mondiale, le coup de frein, il est inférieur à ce qui se passe aux États-Unis. Si tous les autres pays resserrent en même temps, en théorie, ça n'aura pas de répercussions sur le taux de change parce que tout le monde le fait. D'ailleurs, ce qui ne correspond pas, comme vous le savez, à la réalité vu l'appréciation du dollar, mais là on est dans la théorie. Donc il n'y a pas d'ajustement d'échange et donc il n'y a pas ce contrepoids. Et je pense que c'est ce contrepoids qui s'est fait manquer avec l'élément psychologique que j'ai mentionné, qui peut expliquer pourquoi soudainement il y a cette suradditivité qui intervient quand même. Et ce n'est pas du tout une sorte d'aveuglement ou ignorance de la Banque centrale, elle se parle suffisamment. Sur les cryptos, les conséquences réelles, a priori non. Disons que le seul élément, le crypto, c'est la spéculation totale, bien sûr, parce que comme il n'y a pas de valeur intrinsèque, on ne sait pas ce qui détermine la dynamique. Mais pour la sphère réelle, on pense aux effets de richesse, bien sûr. Les effets de richesse, c'est un sujet qui est très débattu. Est-ce que c'est important, peu important, etc. Je pense que pour qu'il y ait un vrai effet de richesse avec un effet macro, il faudrait que le poids dans le portefeuille serait important et que le choc serait important. Donc là, le choc, il a été important, mais le poids, il est très faible. Et je ne crois pas à l'idée que un choc sur le crypto pourrait provoquer une rupture auprès de certains acteurs du système financier qui, par ce biais-là, influencera l'octroi de crédit. Au Royaume-Uni, sur le déplacement, disons, de la cotation, pour moi, ce qui joue, c'est où sont les investisseurs, et encore l'endroit, je trouve, il est exagéré. L'importance de l'endroit, il est exagéré. Dans ma vie antérieure, j'ai dirigé des équipes de gestion. On avait des équipes un peu partout dans le monde. Donc, mais en fait, ces équipes faisaient des analyses indépendamment de la localisation. Ce qui joue, c'est quel est le sous-jacent dans lequel on veut investir. Ce qui est important, c'est que
est-ce qu'on arrive à rencontrer les décideurs? C'est ça qui est important, c'est ça qui est vraiment crucial. Parce que c'est ça qui va déterminer s'il y a la liquidité ou pas. Si les investisseurs ne sont pas enclins à investir dans votre action ou obligation parce qu'étant insuffisamment informés, donc c'est tout disons, le cosmos qui est autour de ça qui est très important. Sur le Dash for Cash, auquel vous avez fait référence, ces événements fin septembre, début octobre, c'est extrêmement révélateur. Bon, c'est un tout autre sujet, mais moi, ça m'interpelle vraiment. Il y a des fonds de pension, il y a des fonds de pension qui ont joué du leverage. Donc là, ça m'interpelle parce qu'il y a quand même une certaine opacité du vrai degré de l'effet de levier dans le système financier non bancaire. Je suis bien sur le non bancaire. Mais l'autre point qui interpelle dans ce Dash for Cash, c'est qu'on peut avoir un fonds de pension, moi j'ai des engagements avec une duration qui est très longue et mon portefeuille obligataire a une duration qui est inférieure. Donc je vais mettre un swap qui se greffe sur ma position obligataire pour avoir une duration qui correspond à mes engagements. Donc là, je suis neutre en termes de duration. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a le Dash for Cash, il y a un choc, il y a un collateral call. Et donc, on a une position qui, au départ, a tout son sens et quand même, on a confronté un problème de collateral call. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un conundrum. Je pense qu'on va vraiment réfléchir à ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui ont été en manque de comment dire, appel de collateral, margin calls, il y en a qui en fait avaient une position qui était hedgée. Donc ça interpelle quand même, je trouve. Alors sur l'Inflation Reduction Act, on n'a pas chiffré. Je suis assez sceptique sur la possibilité de chiffrer son influence. Mais c'est quelque chose pour renforcer une porte verte qui est hautement préoccupant. Parce qu'en fait, oui, on peut dire, pour schématiser à l'extrême, qu'il y a quand même il y a une couche, protectionniste de préférence qui interpelle et qui pose la question, mais comment on réagit par rapport à ça? Donc on a à la fois ce qu'on appelle en anglais le weaponization of business. On voit dans le decoupling US-Chine, donc weaponization of business, et puis on a l'Inflation Reduction Act. Donc ça interpelle, mais le CIP a déjà organisé, et je pense que ça donne des idées pour d'autres séminaires. Sur les industries d'avenir, bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on couvre tellement. Ce qui me frappe, c'est en fait, même dans le secteur dont on pourrait dire, ouais, ça n'a pas l'air d'être le secteur d'avenir, il y a plein de choses à faire. Je vous invite à ce propos à lire le rapport sur le marché unique de la Commission européenne de 2021, qui parle donc de l'autonomie stratégique et donc de différents clusters économiques au niveau secteur. Ils en ont identifié 14 et donc là ils passent en revue pour chaque cluster quels sont les défis, quel est le positionnement, etc. C'est fantastique comme travail. Et quand j'en parle en interne à la banque et à des clients aussi, pour moi, c'est une sorte de shopping list de business opportunities. Donc, et là, ça parle de tous les secteurs, ça parle de l'aéronautique, de l'automobile, de la production d'énergie, la distribution d'énergie, le retail, même le secteur culturel, etc., etc. Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, sur ce plan-là, moi je suis vraiment très focalisé sur le micro des entreprises, ont des idées, ont le financement, ils vont y aller. Ce qui est crucial à ce propos, pour moi, c'est pas tellement les secteurs d'avenir, c'est l'accès au financement. C'est ça qui est c'est ça vraiment le sujet. La Banque Centrale Européenne a sorti un papier il y a un an, il y a 2 ans, où ils insistent par exemple sur, comment dire, le manque la pénurie de financement venture capital comparé aux États-Unis, mais ça interpelle, il y a un manque, et donc ça c'est quelque chose, donc moi je suis plus préoccupé par le financement via le marché de capitaux,
que les secteurs eux-mêmes, parce que les secteurs, des entreprises qui ont des idées, elles vont se réinventer. Merci William. On va clore cette session maintenant, même s'il y a beaucoup de questions encore à aborder. On continuera à les aborder en début d'année prochaine avec une première réunion sur le 11 janvier sur les dettes souveraines des pays émergents. Et on suivra ce dialogue tout au long de l'année. En attendant, je souhaite à William de très bonnes fêtes, pas trop nourri par des rapports de banque centrale, mais plus par des réjouissances personnelles, et à vous tous également.